Donc bonjour à toutes et tous. Merci à vous tous qui êtes en présentiel et en distanciel d'être venus à cette cérémonie de remise des prix. Donc tout à l'heure on interviendra pour la remise des prix et on voulait profiter donc cette année pour cette deuxième édition. Le parrain c'était Serge Zaka que vous avez peut-être et l'homme au chapeau, mais au-delà de l'homme au chapeau, si vous regardez les chaînes de télévision ou si vous êtes actif sur les réseaux, donc c'est un ingénieur agronome qui est passionné de météo, en particulier de météo agricole, et donc on voulait profiter de sa présence pour faire comme on le fait systématiquement lorsqu'on a l'année précédente, sur la première édition, on avait Valérie Masson-Delmotte qui nous avait parlé du changement climatique, et cette année, on est très heureux donc d'avoir comme parrain de l'édition Serge Zaka, et on voulait profiter à la fois pour vous tous, mais aussi pour tous nos collègues de Météo France, de profiter de la présence de Serge qui vient de Montpellier, pour qu'il nous fasse un exposé de demi-heure avant de remettre les prix, donc sur sa thématique qui est l'évolution des paysages et des espèces végétales, des cultures en 2050. Donc Serge, je te passe sans trop tarder la parole. Est-ce que les micros fonctionnent? Oh, super, super. C'est mieux sans fil parce que je bouge beaucoup. Merci pour cette invitation et c'est un grand honneur pour moi d'être là ce soir. Alors, d'habitude, je suis dans le public à regarder les personnes sur cette scène. Cette fois-ci, c'est moi qui est devant, donc je suis encore plus content. Pour ceux qui sont en ligne, je vous verrai pas forcément, mais je vous passe aussi le bonjour à distance. J'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, si vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à mettre un message. Alors on va parler, oui, de cette fois-ci pas du changement climatique, mais on va l'appliquer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'appliquer aux cultures, l'appliquer aux forêts, et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Pourquoi ? Parce que le grand public, il a l'habitude de voir les discours sur le CO2 qui augmente, la température qui augmente. Mais moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'on peut l'appliquer au quotidien des personnes. Et j'ai pris un titre un petit peu différent de celui qu'on m'a dit, peut-être un titre un petit peu provocateur, c'est le grand remplacement. Alors c'est pas celui que vous pensez, je vous rassure, et je vais bien sûr le décrire. Alors je suis également chasseur d'orage, pour ceux qui me connaissent, c'est une photo que j'ai faite il y a 2 mois au Pic Saint-Loup, lors d'un reportage pour France Inter, parce que tout était documenté pendant cette chasse à l'orage, vous aurez l'occasion peut-être de le voir sur Internet. Alors, je vais commencer par des photos, et vous demander où est le problème. Parce que là on a un pommier, un beau pommier, et quand je le montre au grand public, il ne voit pas forcément le problème. Est-ce que vous le voyez, vous ? C'est trop facile. Alors effectivement, oui, on a un pommier qui a à la fois des pommes et un pommier qui a à la fois des fleurs, et dans ce qu'on apprend dans la saisonnalité à la maternelle même, ce n'est pas normal. Normalement, les fleurs, c'est au printemps. C'est notamment dû à ce qu'on appelle une problématique de phénologie, donc de stade de développement des cultures, et qui, lui, est relié aux conditions estivales de cet été. En août 2025, on a notamment eu une forte sécheresse, mais surtout une très longue et forte canicule. L'arbre est entré en ce qu'on appelle dormance, et normalement, après une dormance, il y a revégétation, sauf que là, ce n'était pas une dormance hivernale, c'était une dormance estivale. Et donc à la fin, il refleurit comme si c'était le printemps à l'arrivée des jours un petit peu meilleurs pour son développement. Et ça, c'est pas un arbre isolé. C'est beaucoup, des centaines de milliers d'arbres à travers la France qui refleurissent. Il y en a qui ont perdu leurs feuilles durant l'été. Là, je vous remontre une photo d'août 2025 et je vous pose la question, où est le problème aussi ? Je sais que vous avez la réponse. C'est pas l'automne. Effectivement, c'est le mois d'août. Et le problème, c'est qu'on a des figures d'arbres qui ont perdu leurs feuilles, donc on appelle ça une défoliation estivale, à cause des conditions thermiques et hydriques au cours du mois d'août, ce qui montre que le problème ici, c'est un stress thermique dû à un été trop chaud. Et qu'on soit d'accord, une fois en 1976, une fois en 1947, une fois en 2003, au pire, ça passe.
L'écosystème a le temps de se remettre, c'est ce qu'on appelle la résilience, se remettre sur pattes après un stress. Mais lorsque les stress s'accumulent, d'année en année, il n'a pas le temps de revenir à son état initial, et du coup, on appelle ça une mortalité des forêts, un dépérissement. Ça accompagne en fait ce changement climatique, on verra ça tout à l'heure. Autre image, ici vous avez avril 2021. Vous vous rappelez sûrement ce qui s'est passé en avril 2021. À Beauvais notamment, il a fait 24,9 degrés, ce qui est le record d'avril, et derrière, une semaine après, il faisait moins 6,9, ce qui est aussi le record d'avril, enfin, le record de mars, et maintenant c'est le record d'avril. Donc, en réalité, ici, le problème, c'est que c'est un faux printemps. C'est-à-dire un printemps qui va réveiller les végétaux beaucoup trop tôt et les exposer au gel par la suite en avril. Et le problème dans l'histoire, c'est pas le gel. C'est le fait que nos végétaux fleurissent de plus en plus tôt. Et toute cette phénologie, ces stades de développement des cultures, sont décalés. Et comme on peut le voir ici à Beaune, c'est la plus longue série phénologique de France depuis 1659. Il y a de très nombreuses études à ce sujet. À Beaune, on a ici les dates de vendange. Et vous voyez très bien qu'on avait des dates de vendange entre le 23 septembre et le 3 octobre. Et progressivement, on a une descente qui correspond aux étés plus chauds. Donc nos végétaux sont complètement bouleversés par le changement climatique. Il ne faut pas uniquement parler de la climatisation dans les villes. Ou alors, est-ce qu'il faut aller manger des glaces, ou est-ce qu'il faut aller à la piscine? Le changement climatique ne concerne pas que l'homme, il concerne aussi les écosystèmes, et on n'en parle pas suffisamment sur les plateaux télé. Et tous ces symptômes que je vous montre ici, c'est pas juste 3 petits arbres que j'ai pris au hasard en France, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la biogéographie des arbres, l'aire de répartition des arbres. Un arbre, il est planté au même endroit. Si son climat s'en va, il remonte vers le nord et un autre climat le remplace par le sud, l'arbre, lui, il est toujours au même endroit. Donc il n'est plus dans son climat d'origine. Et quand vous prenez le TGV, vous faites Paris-Marseille, vous voyez bien que vous passez sur des feuillus. Après, dans le Morvan, il y a un petit peu plus d'épineux. Puis vous descendez dans la vallée du Rhône, on trouve des feuillus. Puis ensuite, on trouve la garrigue, chêne vert méditerranéen. Et tout ça est amené à évoluer. Toute cette aire de répartition est amenée à évoluer. Pourquoi? Et vous le savez très bien, j'ai pris des figures de Météo France. Nos climats se réchauffent par le sud. C'est-à-dire que Rennes, la température moyenne de Rennes et celle de Lille maintenant, celle de Marseille et celle de Toulouse. Les climats sont partis, les arbres sont toujours là. On a également beaucoup plus de phénomènes extrêmes, parce qu'il n'y a pas que la température moyenne qui concerne les végétaux. Il y a également les phénomènes extrêmes, parce que quand vous avez des canicules en plein milieu de l'été, ça provoque ce qu'on appelle des stress thermiques. Et vous savez très bien qu'on a multiplié par 4 le nombre de canicules depuis les années 2000. Ce sont des faits. Et sur ce graphique, j'ai rajouté celle de 2025. Donc la fréquence et l'intensité de ces canicules s'accentuent. Or, le plus important pour nos écosystèmes, c'est la fréquence d'un stress. Si un stress revient trop souvent, il finit par dépérir. A l'inverse, le nombre de vagues de froid, lui, il diminue. Là, je vous apprends rien. La dernière vague de froid, c'est 2018. Celle un petit peu plus modérée, c'est 2012. J'en ai connu pas autant que vous, j'imagine, puisque je suis relativement jeune. Enfin, je veux pas dire que voilà, mais oubliez ce que j'ai dit. En tout cas, les grandes bulles, là, je les connais pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais pour les arbres, parce que là, vous allez me dire, il fait froid, c'est sympa, on va boire des bières en terrasse à Toulouse. Mais pour les arbres, le froid, ça sert à quoi? Premier point, pour les maladies. Les moustiques, les moucherons, tout ça, ça passe en fait à la trappe. Quand il y a des grosses vagues de froid, ça crée de la très forte mortalité. Et en parallèle, du coup, c'est des vecteurs de maladies en moins, donc des risques de maladies en moins au printemps. Et encore plus important, les arbres, ils ont besoin de froid pour fleurir. Ça, peut-être que vous ne le saviez pas, on appelle ça la vernalisation. La pomme golden, la pomme la plus cultivée de France, elle a besoin de 1000 heures en dessous de 7,2 degrés. À partir du moment où elle atteint les 1000 heures, on a ce qu'on appelle la remontée de sève et puis toutes les réactions hormonales qui font ensuite la floraison. Et donc si on n'a pas ces 1000 heures de froid, à un moment la floraison elle est altérée et donc les rendements agricoles le sont également. Et aussi, vous le savez très bien, j'ai parlé de la température, mais on a aussi la pluie qui évolue. L'aire de répartition de ces précipitations évolue à la fois entre les saisons, entre les régions. Ici j'ai pris le dernier rapport de l'État français sur les plus 4 degrés en France à plus 4 degrés. Et vous voyez bien que en hiver et en été, en hiver on attend un peu plus de pluie avec des incertitudes au sud cependant, Toulouse étant compris dans ces incertitudes, et dans la partie estivale on s'attend à moins d'eau.
C'est-à-dire que les arbres, leurs racines, à une période, elles auront moins d'eau, donc ça altère leur développement, et durant l'hiver, elles auront un excès d'eau. Mais les excès d'eau aussi ne sont pas bons pour les racines parce qu'ils provoquent une asphyxie, je vais y arriver, racinaire, on appelle ça l'anoxie. C'est-à-dire que son développement est aussi altéré en hiver quand il y a trop d'eau. Et là, justement, on a les deux extrêmes. Alors sur ce rapport à plus 4 degrés, on m'a dit également qu'il fallait trouver des solutions d'adaptation, notamment pour la forêt, notamment nos cultures, notamment nos vaches laitières. Et on m'a sorti des cartes à 46, 47, 48 degrés après 2070. Alors là, j'aimerais juste vous dire que la meilleure façon d'adapter nos forêts, c'est pas d'inviter Serge Zaka à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est juste de réduire les gaz à effet de serre. Parce qu'à 46, 47, 48 degrés, je veux dire, le hêtre, le boulot, la vache laitière et même l'agriculteur, ils y passent. Donc il y a un moment, il ne faut pas sortir des rapports sans comprendre ce que l'on fait et trouver des solutions d'adaptation. La seule solution d'adaptation, même si je présente des solutions d'adaptation derrière, la seule solution après 2050, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Ça qu'on soit d'accord sur ce point-là. Et donc des études précoces ont montré en 2004 que l'aire de répartition de nos forêts évolue. Maintenant je passe à la partie plutôt forestière et agricole. Vous avez par exemple ici en rouge, dans les années 2000, l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen. Le chêne vert méditerranéen, il est très représentatif, notamment de la garrigue qu'on retrouve ici. On retrouve le pin d'Alep. Ici, vous avez certainement un chêne, un pin d'Alep. En parallèle, le climat aquitain, lui, d'ici les années 2000, il a tendance à remonter vers le bassin parisien. Le climat méditerranéen, enfin du moins une partie du climat méditerranéen, remonte vers Lyon, Bordeaux, le Poitou. C'est-à-dire qu'en fait, ces paysages qui sont la forêt des feuillus dans le nord, la forêt des conifères en altitude, la forêt, ou ce qu'on appelle plutôt la garrigue en Méditerranée, ils vont changer en fait de localisation et potentiellement, on aura les cigales et la garrigue à Toulouse d'ici pas très longtemps en réalité. Alors quand je dis pas très longtemps, pour un arbre, c'est demain. Quand on plante un arbre maintenant, on ne va pas le changer tous les 10 ans. Hein. Quand on plante un arbre maintenant, il doit vivre en moins 80 ou 100 ans. C'est-à-dire que ce qu'on plante maintenant, il va suivre toute la courbe du changement climatique et il faut qu'il en soit adapté. C'est ça, le grand remplacement. On en parle moins dans les médias, on en parle d'un autre, je ne vous dirai pas lequel. Mais le grand remplacement des médias masque en fait la réalité du grand remplacement qui est le remplacement de nos arbres. On parle plus de la climatisation pour l'homme, mais on ne parle pas de ce projet majeur, en fait, qui est d'adapter nos forêts au changement climatique et toute l'arboriculture, au final. Et ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Enfin, des centaines de milliards d'euros, je tiens à le préciser. C'est pas planter un arbre, c'est planter des milliards d'arbres. Alors sur cette aire de répartition, ça c'est le cœur de mes études, vous avez ici l'aire de répartition de la pomme golden, parce que je veux vous représenter un petit peu en cartographie ce problème. La pomme golden est cultivée notamment dans le sud-ouest de la France, en région méditerranéenne, en région Poitou, en région également Pays de la Loire. Pour ceux qui sont en visio, n'hésitez pas à couper votre micro pour pas que ça fasse écho dans la salle, sinon je m'entends parler. Notamment, c'est Nuretem qui a son micro, il faut qu'il le coupe. Et du coup, au final, ce qui se passe, c'est que, donc, vous voyez très bien, l'aire de répartition de la pomme golden, qui est sud, sud-ouest, sud-est, elle remonte en Pologne et en Suède. Mais ça se produit en à peu près 80 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, la vitesse que c'est dans la vie d'un arbre. La pomme golden. Alors on a à l'inverse d'autres espèces qui remontent par le sud, parce que la pomme s'en va, elle va être remplacée par d'autres espèces. Ici vous avez l'abricot bergeron. Bergeron typiquement actuellement il est dans le sud de la vallée du Rhône et progressivement il remontera sur les Pays de la Loire et on pourrait voir un bassin parisien entre 3 céréales qui ressemblera à un endroit où il y a des fruits, des légumes, comme on a du côté de la Méditerranée. Et progressivement, vous voyez ce front de disparition là, de bergerons qu'on a dans le sud-ouest, il est notamment dû au manque de froid hivernal et ça ne garantira plus sa floraison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'arbres que ça fait bouger à travers la France. Là, j'ai montré que l'abricot et le pommier. En parallèle, on a aussi les forêts, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Vous avez ici le bouleau. Le bouleau, c'est sur Climessence avec un s.fr, c'est le site officiel de l'ONF à ce sujet. Eh bien, le bouleau, répartition actuelle, répartition à France plus 4 degrés, et encore, il y avait des scénarios plus chauds. Vous voyez bien que le bouleau, il disparaît de la plupart des plaines françaises. C'est-à-dire que dans nos forêts, la plupart des arbres de l'espèce bouleau vont dépérir. Ils remonteront soit en altitude, soit remonteront vers la Russie, vous voyez bien, vers la Suède, etc.
D'autres espèces remontent. Je vous ai dit que le climat méditerranéen, enfin du moins une partie du climat méditerranéen remonte à Toulouse. On a actuellement le laurier qui peut se trouver dans certaines zones du sud-ouest, mais aussi autour de la Méditerranée. Et on pourra en retrouver en Lituanie d'ici 2000, plus 4 degrés. Rendez-vous compte de la vitesse. Le problème dans cette histoire, c'est que les végétaux mettent 21 000 ans normalement à faire ce trajet, qui correspond aux aires glaciaires et interglaciaires que vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le décrire. 21 000 ans normalement, c'est ce qu'il faut pour l'écosystème de remonter. Là, il doit faire ça en 150 ans. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est déjà en cours, en fait, déjà des agriculteurs, alors c'est certes encore ponctuel, mais des agriculteurs commencent à ramener des espèces qui sont plus résistantes à la sécheresse. On va parler du maïs dans le sud-ouest de la France, puisque je suis à Toulouse. Alors il y a deux options. Soit vous continuez à produire du maïs et ça deviendra de plus en plus coûteux en irrigation, en environnement, en aussi nouvelles variétés, nouvelles recherches génétiques, nouvelles recherches agronomiques, etc. Soit vous plantez d'autres cultures, comme le pistachier par exemple. Lui, il résiste à 7 degrés de plus que le maïs, ce qui est extrêmement conséquent en termes d'adaptation, et il consomme à peu près 30 à 40% de moins d'eau. L'olivier, lui, c'est moins 80% par rapport au maïs. Mais là, le coût, il est différent, c'est-à-dire qu'il faut créer une nouvelle filière derrière. Le coût économique derrière est important. Qui va consommer, qui va acheter, qui va transformer, quelle machine il faut investir. Et là, pour moi, c'est pas le rôle de l'agriculteur, c'est le rôle de l'État aussi, de soutenir ces agriculteurs qui font ces transitions pour pouvoir financer celles-ci. Et le problème est urgent, notamment dans nos forêts, puisque ces dernières années, l'évolution du volume du bois mort, notamment ces 7 dernières années, il a très fortement augmenté. La vitesse de dépérissement de nos arbres est de plus 125%, et dans certaines forêts, notamment du nord-est de la France, la vitesse de dépérissement est plus rapide que la vitesse de régénération. C'est pour ça qu'il est important de considérer ce problème, puisque 15% des forêts maintenant dans le nord-est de la France sont altérées, soit du fait du changement climatique, soit du fait de maladies, ou soit du fait de l'interaction entre les deux. 15%. Pour vous, sur une diapo, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on va dans une forêt, on le voit en réalité quand on est expert, notamment les experts de l'ONF. Alors je suis pas juste là pour me plaindre et vous dire on va faire changer les choses ou alors c'est de la catastrophe. Non, il y a des solutions qui sont étudiées, notamment dans le projet MIG Forest ou le projet Giono, que vous pourrez regarder sur Internet tout à l'heure. Il y a des projets de migration assistée, c'est-à-dire qu'on va prendre en diversité inter- ou intraspécifique, je m'explique. Intraspécifique, je prends un hêtre des Pyrénées-Orientales, je le fais remonter à Fontainebleau, ou interspécifique, je prends un chêne vert méditerranéen de la garrigue et je le ramène plutôt à Toulouse à la place d'un chêne Cécile qui est en train de dépérir. Donc dans ces évolutions, elles sont étudiées par les scientifiques. Bon, il y a encore pas mal de recherches à faire, mais la seule chose qui manque, ce sont les moyens. Et quand on replante une forêt, je ne vous dis pas de la replanter en ligne avec la même espèce. Respectons aussi la diversité génétique d'une forêt. Respectons les liens avec les différents types de l'écosystème, les oiseaux, les insectes. N'allez pas me planter des palmiers de Damas dans la forêt de Fontainebleau, parce que là, au niveau écosystémique, c'est nous qui allons continuer à le détruire. Donc il y a des solutions derrière. Et pourtant, je vous ai fait une capture d'écran ici, des messages que j'ai reçus ces derniers jours. Et vous pouvez lire. Je peux vous les lire aussi. Quelqu'un ou plusieurs personnes veulent me trancher la gorge parce qu'il n'y a pas de changement climatique. Il suffit de t'arrêter de parler du changement climatique si tu veux vivre. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, peut-être un peu plus d'un an, la violence que les scientifiques, et vous connaissez peut-être cette violence, subissent face à l'urgence par rapport à l'évolution de nos forêts. On a des personnes qui veulent faire exactement l'inverse, nous faire taire. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit, parce qu'avec ces menaces de mort, j'ai reçu beaucoup de demandes pour parler de ce sujet. Et d'ici Noël, j'ai 36 conférences à faire auprès des agriculteurs pour parler de ce sujet. Donc le courage de demain, c'est pas uniquement replanter les arbres, c'est devenu maintenant juste en parler. Et maintenant, je suis sous protection policière du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire que je suis suivi, protégé, puisque je reçois beaucoup trop de menaces de mort, tout comme certaines personnes se sont fait égorger dans des écoles ou fusillées dans des conférences. Et ben moi, c'est exactement pareil. Donc on en arrive à là. Pour vous parler de ce sujet, je dois déclarer où je suis et à quelle heure je pars et quel train je prends. Merci, je vous laisse sur quelque chose d'un petit peu plus poétique, parce qu'on va enchaîner sur une thématique plus poétique, un peu l'art, un peu l'écriture, un peu l'image.
sur cet orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes, dont j'ai tiré cette photographie qui a été élue en 2021 plus belle photo du monde. Merci. J'ai tenu mes temps et quelques questions plutôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En ligne, je ne sais pas comment vous faites, peut-être que vous les écrirez, on me les lira. En tout cas, dans la salle, n'hésitez pas à prendre le micro. Il y a eu a priori de questions en ligne, du moins pour ce format. Michel Desquet. Oui, j'avais travaillé avec les gens de l'INRA de Bordeaux et on parlait de la disparition du hêtre. Est-ce qu'il y en a eu? C'est exactement le cas. Alors, je n'ai pas montré les études qui ont été faites sur ce sujet. Dans les Pyrénées-Orientales, vous regarderez sur Internet, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Massane. C'est une hêtraie. Et c'est une hêtraie qui est la plus au sud de l'aire de répartition du hêtre. Vraiment très très au sud. Elle est très peu anthropisée, voire pas du tout. Et donc, elle est très étudiée. On n'a pas le droit d'y accéder, notamment pour garder une espèce de sanctuaire. Et il y a des cartes où ils montrent les points bleus, c'est les êtres vivants, les points rouges, c'est les êtres morts. Et vous voyez qu'une très grosse partie de la forêt est déjà morte. C'est pas dû à l'urbanisme, c'est pas dû à la bétonisation, c'est juste dû au climat, parce que l'homme n'y accède pas. Et donc en réalité, il n'y a pas de maladies qui traînent dans le coin. Donc en réalité, c'est uniquement les sécheresses, notamment dans les Pyrénées-Orientales, qu'on a eues ces dernières années. Donc oui, le hêtre, tout comme le bouleau, j'aurais pu montrer le bouleau à la place, le hêtre à la place du bouleau, c'est exactement la même chose. Il disparaît progressivement. Pourquoi? Parce que ses racines sont superficielles. Et donc, il subit toutes les sécheresses très rapidement. Il ne va pas chercher l'eau en profondeur, le hêtre. Il est fait pour un climat tempéré où il pleut régulièrement à toutes les saisons. Allez-y. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Dans le Languedoc-Roussillon, une des principales cultures, c'est la vigne. Vous n'avez pas parlé de la vigne, et en particulier, on sait qu'il y a un certain nombre de types de raisins qui ne survivront pas à la chaleur et donc on doit avoir aussi des évolutions probables assez importantes dans ce domaine. Vous pouvez nous en dire deux mots? Tout à fait, ce sera la dernière question, du coup après je dois rendre la main, mais j'ai fait les études aussi pour l'aire de répartition des cépages, donc c'est les entre guillemets variétés de vignes. J'ai pas mis la cartographie ici, je le regrette du coup parce que j'ai hésité à la mettre. On a une évolution des cépages, alors on gagne du territoire vers le nord, qu'on soit d'accord en Angleterre, en Belgique, sur les côtes de la Manche, ils plantent des oliviers. Peut-être pas des oliviers, mais en tout cas de la vigne, ils en plantent maintenant pour faire le futur champagne de demain. Dans le Champagne, ils testent des cépages de Bordeaux, dans le Bordeaux, ils testent des cépages du Pic Saint-Loup, de Montpellier. Du côté de Montpellier, on a des cépages qui commencent à remonter de Grèce, d'Espagne et du sud de l'Italie. Sauf qu'à une certaine limite, à un moment, on change complètement le goût, la couleur, le terroir en fait qu'on avait avant. Et donc ce sera des vins de nouveau type. Et après 2070, si le changement climatique continue dans la lignée dans laquelle il est, on peut même se poser la question sur la vigne dans les basses plaines du Languedoc, notamment à cause de la sécheresse estivale. Voilà pour ça. Merci beaucoup Serge pour cet exposé. Merci aussi d'avoir parfaitement tenu le timing. Je voudrais rajouter, avant de passer à la remise des prix, Serge, tu restes dans les parages parce qu'on va te mettre fortement en contribution, comme tu t'en doutes, de dire qu'au-delà, bien sûr, de ses compétences, Serge, comme je l'ai dit, est très actif et en fonction de l'exposé, est très actif, en particulier sur le réseau X, ex-Twitter, où il reçoit, et aussi LinkedIn, où il reçoit des... oui, mais je voulais encore insister, où il reçoit des centaines d'insultes et effectivement de climato-sceptiques, et c'est un des rares, effectivement, alors après Serge, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas, il a le soutien de la communauté scientifique et je peux vous dire que souvent ce sont des messages très agressifs alors que Serge cherche, c'est dur à dire, cherche surtout à expliquer les conséquences du changement climatique. Nous en reparlerons demain puisqu'on a un colloque sur tourisme, météo et changement climatique. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire encore peut-être sur notre site AM. Je voudrais dire un mot quand même de l'AM, ce que c'est pour... il y a des membres de l'AM dans l'assistance, mais il y a surtout nos invités.
Donc l'AM, comme vous le voyez sur la bannière, c'est une association d'anciens météos au sens large, alors essentiellement, mais il y a aussi des personnels de la DGAC, de la Direction de l'Aviation Civile, donc des gens qui ont travaillé de près ou de loin dans le monde de la météorologie. Alors, en 3 mots, au-delà des activités pour nos membres, des activités de loisirs culturels, des voyages, l'association est active donc pour promouvoir la culture météorologique, à la fois et surtout en direction des jeunes, puisque on attribue un prix pour un élève de l'École nationale de la météorologie, mais aussi en organisant des événements type le concours de nouvelles, et comme demain, chaque année, on organise un colloque ici au centre de conférence, et j'en profite pour remercier Météo France pour l'aide qu'il nous apporte, et en particulier tous les personnels de ce centre de conférence. C'est un outil pour nous très important qui nous permet effectivement de tenir des réunions. Donc merci, et je crois qu'ils méritent nos applaudissements sur l'organisation. Sans eux, on ne pourrait pas organiser ce type d'événement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire court, mais c'est notre 2e édition, et en tant que président et aussi membre du jury, c'est vraiment un grand plaisir d'organiser ce type de concours de nouvelles, bien sûr avec une thématique de près ou de loin orientée sur le thème météorologique. Le premier concours, c'était un thème sur le changement climatique en 2050, puisqu'il y avait une phrase d'accroche en juillet 2050, point de suspension. Et effectivement, là, on était tout à fait dans le type de discours et d'éléments que vient de nous présenter Serge, c'est-à-dire qu'on a eu des nouvelles fort intéressantes orientées sur imaginaire ou non, sur ce qui pourrait se passer en 2050. On est sorti un peu déprimé, mais c'est la réalité effectivement de ce qui risque de se passer dans les années à venir. Le tableau que nous a dressé Serge n'est pas très réjouissant, et donc cette année, on avait axé le concours pour essayer d'avoir des nouvelles pas toutes dystopiques. On avait axé donc le concours sur « Vous venez de vivre ou d'observer un phénomène météorologique étonnant, remarquable, insolite ou surprenant, et c'est le début d'une nouvelle histoire. La météorologie sera au cœur de votre récit. » Manifestement, ça a éveillé de près ou de loin l'inspiration et l'imaginaire des 46 personnes qui nous ont soumis une nouvelle. Je dis de près et de loin parce que dans ce type d'exercice, bien sûr, il y avait une phrase d'accroche, mais après, on s'est rendu compte que certaines nouvelles s'éloignaient, pouvaient s'éloigner et voire même être hors sujet, ce qui, bien sûr, complexifie un petit peu le choix du jury. Ce que je voulais dire, c'est que dans un monde de plus en plus bouleversé par la violence, les guerres, les haines, les incertitudes, il est vraiment très précieux, voire même essentiel, de se rappeler que l'émerveillement est à portée des yeux, du regard. Il suffit parfois de lever les yeux. Qui n'a jamais été hypnotisé par la beauté d'un ciel de cirrocumulus ou altocumulus au coucher ou au lever du soleil, qui n'a pas ressenti une part de fascination devant des phénomènes du type le rayon vert ou le spectre de Brocken, c'est-à-dire c'est une image qu'on voit en particulier en montagne, et qui n'a pas ressenti une peur et de fascination face à la puissance d'un orage. Donc effectivement, tout ça, on espérait que cela allait inspirer votre imagination. Les phénomènes météorologiques, par leur force, leur mystère, nous rappellent que la nature, dans sa complexité, peut encore nous émouvoir, nous surprendre et peut-être ainsi être le point de départ d'une histoire.
Nous avons eu le privilège, je dis le privilège, de recevoir 46 textes, 46 nouvelles que vous nous avez envoyées. Et c'est vraiment, moi qui pratique dans d'autres associations ce type d'exercice de concours nouvelles, 46 nouvelles reçues, c'est vraiment quelque chose de relativement important. Souvent, dans les concours, vous avez l'habitude, vous tous qui êtes lauréats ici présents, j'imagine que vous participez à bon nombre de concours. Souvent, dans ces concours-là, les concours reçus sont de l'ordre de 15-20. Là, nous avons reçu 46 propositions, ce qui est quand même un très bon score. Et c'était des textes qui étaient tous de très grande qualité, avec un regard original. Alors, comme je l'ai dit, faisant de la météorologie de près ou de loin ou de plus loin, tantôt un moteur narratif, assez rarement malgré tout, tantôt une toile de fond qui servait de support à l'histoire, ou tantôt une source d'émerveillement. Donc, la richesse des approches, des styles, des thèmes abordés ont rendu vraiment très difficile le choix du jury. Je pense que Jean-Paul Georgetti, qui coordonnait le jury, vous en parlera aussi tout à l'heure. La délibération était difficile et ce que je souhaitais vous dire, bien sûr, il y aura un premier prix, il y aura des prix thématiques, vous allez le découvrir tout à l'heure lorsque Jean-Paul va les présenter, mais vous qui êtes lauréats et tous présents aujourd'hui, quasiment vous méritiez tous le premier prix. C'est pas l'important, c'est que ce que je souhaitais vous dire, c'est que nous avons vraiment reçu des textes de très grande qualité lors de cette édition. Une nouveauté importante a marqué cette édition, l'ouverture d'une catégorie bande dessinée. On a reçu peu de contributions, mais elles étaient, vous le verrez tout à l'heure puisqu'on va les présenter et les personnes, au moins la lauréate est ici présente, c'était des contributions de qualité, donc probablement on poursuivra. En tout cas, ça donne un autre éclairage qu'un texte, et c'est aussi fort intéressant. Lire, écrire, dessiner, peindre sont des gestes très enrichissants que peut susciter une simple observation. Ce recueil, donc, est vraiment, vous pourrez le lire, donc, puisqu'on le remettra, et il sera à la fois en ligne il sera mis en ligne pour l'ensemble des candidats et puis pour l'ensemble des membres de l'association, il sera mis en ligne sur notre site. Nous avons fait aussi une édition papier, donc qui sera disponible, qui va être remise, 2 exemplaires vont être remis aux lauréats. Et donc, je voulais dire que, effectivement, cela témoigne de la manière dont la météorologie, au-delà de son intérêt évident scientifique, cela peut nourrir la fiction, éveiller des émotions, ouvrir des mondes. Il incarne surtout notre volonté de faire dialoguer science, art graphique et littérature. C'est pour nous un point important et je pense qu'il y a des connexions fortes. On constate assez souvent que certains de nos collègues qui, à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais faisaient de l'observation, étaient souvent aussi peintres ou poètes. Pour finir, je tiens à remercier tous les participants, les lauréats, mais aussi les 48 participants à ce concours, pour leur talent, leur imagination, ainsi bien sûr les membres du jury ici présents ou en visio, pour leur contribution. En tout cas, ça a mené des discussions très riches et très enrichissantes pour nous aussi. Donc je vous souhaite une bonne lecture lorsque vous serez amenés à lire. Je pense qu'on mettra aussi en ligne l'ensemble des nouvelles qu'on a reçues parce que, comme je l'ai dit, elles sont de très grande qualité. Donc on les mettra toutes en ligne pour que vous puissiez les lire. Bien sûr, c'est moins pratique sous forme numérique, mais malgré tout, vous pourrez les lire une à une. Donc on mettra les 46 nouvelles reçues. Et donc, puisse la météorologie continuer de vous inspirer. Je vous annonce déjà maintenant, on tenait aujourd'hui notre conseil d'administration, il y aura une 3e édition en 2026, donc surveillez notre site, surveillez les sites d'annonce des concours de nouvelles. Donc d'ici à Noël,
il y aura un nouveau thème de concours. J'espère que vous y participerez. Vous serez les bienvenus et donc rendez-vous sans doute à l'année prochaine. Je vais passer la parole à notre parrain, au parrain de l'édition, pour qu'il nous dise quelques mots avant la remise des prix. Eh bien, on va bientôt remettre les prix, mais moi je tenais à vous remercier déjà de l'invitation, parce que j'ai lu ces recueils dans le TGV, dans les trains, parce que je suis souvent en déplacement, entre plein de messages d'insultes, et ça m'a fait du bien. Voilà. Et autre point, et je terminerai par ça, je considère que l'art est une entrée en matière aussi pour la science, et on l'oublie souvent, parce que je diffuse beaucoup de photos d'orage sur les réseaux sociaux, et une bonne partie de mes followers sur les réseaux sociaux viennent pour ces images, et ensuite ils continuent à me suivre parce qu'ils trouvent les éléments scientifiques très intéressants sur leur potager ou même sur leurs arbres dans leur jardin. Ça leur apprend plein de choses. Donc l'art ne doit pas être distante de la science. On le fait dans les études, on a l'impression que c'est deux choses complètement opposées. En réalité, c'est quelque chose qui est rassembleur et je pense qu'on en a besoin d'un peu de calme et un petit peu de tranquillité dans un monde où tout va trop vite. On va passer à la cérémonie de remise des prix. Tu as tout mis sur la main. Attends, on va passer comme ça. Bon, Jean-Paul, je te passe la main. C'est à moi. Non, je vais prendre le micro comme vous. Je vais faire comme eux, je vais prendre le micro à la main. Alors, après la séquence scientifique, par notre invité d'honneur, après la séquence administration, par notre président, voici maintenant la séquence émotion. Mais avant tout, je voudrais quand même remercier Jean-Louis parce qu'il nous a transmis son envie de faire les choses et cette envie, on l'a partagée avec les membres du jury qui sont en grande partie ici présentes. Et je tenais donc à remercier et notre président et chacun des membres du jury qui ont planché, on va dire ça comme ça, qui ont travaillé, qui ont eu beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup d'échanges pendant plusieurs séquences que nous avons faites en visio. Et ces séquences ont montré combien toutes ces nouvelles se distinguaient par leur humanité, se distinguaient par leur originalité, par leur caractère propre, ainsi que par le contexte historique ou géographique. Le jury dont vous voyez la liste ici présent, donc Jean-Louis Champeau, président de l'AM, Michel Desquet, membre de l'AM et chercheur en climatologie, Christine Devreton, membre de l'AM et conseil d'administration, Michel Gobert, membre de l'AM, psychothérapeute et essayiste, moi-même, Maurice Imbard, secrétaire général de l'AM et membre du conseil d'administration, François Lalorette, qui est en visio, membre de l'AM et conseil d'administration, Marie-Hélène Pépin, chef du département documentation Météo France, Catherine Ruth, qui est inspectrice éducation nationale en retraite, professeure honoraire investie dans la recherche universitaire en français, qui est en vision et que nous saluons, Serge Taboulot, qui est membre de l'AM et qui est également président, qui est dans le conseil d'administration, mais également président de l'Institut des risques majeurs, et puis bien sûr, Serge Jacquat, notre invité d'honneur. Donc le jury a accordé une attention particulière, bien sûr, au respect des formes, à la qualité du style, à la cohérence, à la syntaxe, à la justesse de l'orthographe, en lisant toutes ces nouvelles. Il a également veillé à mettre en valeur les émotions que ces nouvelles ont pu susciter par des textes et aussi tout le plaisir que ces textes ont pu nous procurer personnellement. Le thème choisi portait sur l'observation d'un phénomène insolite en météorologie. Ça n'avait rien d'anodin et au contraire, ce n'était absolument pas banal sur le plan de la littérature. Bien au contraire, il s'agissait là d'un véritable sujet de littérature et de poésie enrichi par des recherches à la fois historiques et par des recherches sociologiques. Ce thème fait l'objet à l'évolution de la littérature sur les météores, car depuis l'Antiquité, on écrit et on décrit les météores, intégrant ainsi l'histoire de l'être humain dans le vaste cercle de la nature. Les candidats, nos 48 candidats, ont fait preuve d'une imagination remarquable. Ils ont parvenant à insuffler avec talent, sensibilité, couleur et profondeur
aux phénomènes météorologiques qu'ils ont évoqués. Ligne après ligne, mot après mot, ils ont su croiser histoire vécue et imaginaire, pour certaines empreintes d'humanisme, d'autres tentées d'humour, d'autres encore relevant de l'onirique ou du fantastique. La météorologie, on le voit, apparaît ainsi comme une science qui ouvre la voie à la contemplation, on l'a bien vu en regardant aussi les images que nous a présentées Serge, à l'imagination visuelle et à la méditation sur l'œuvre de la Providence pour le plus grand plaisir de tous. En fait, je souhaite bien sûr exprimer mes chaleureux remerciements à l'ensemble des membres du jury et à leur engagement pour ce travail et leur discernement. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer bien sûr aux résultats. Ouais. Donc, premier prix, enfin, non pas le premier prix du concours, mais le premier prix que nous décernons. Préciser, je l'ai dit, le premier prix, bien, ce sera à la fin. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons décidé d'attribuer des prix, ce qu'on appelle des prix thématiques. Donc, effectivement, on commence ici par le prix de l'émotion, vous allez avoir le prix de l'humour, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a appelé des prix thématiques, on terminera par le premier prix. Et donc là, Jean-Paul, je te repasse la parole sur voilà, alors le premier prix, ce prix de l'émotion est décerné à Monsieur Bouguera Amar pour l'Ode à la goutte. Je pense que normalement il est en ligne. Je le vois juste là. Bouguera est en ligne. Voilà, alors pour un petit commentaire sur son œuvre. Il s'agissait vraiment d'un travail d'orfèvre où chaque mot, chaque phrase s'écoule l'une après l'autre comme une goutte d'eau le long d'une baie vitrée embrumée. Et en fait, ce qu'il avait choisi, c'est la goutte d'eau. Une nouvelle comme une histoire vécue avec un sens profond et subtil de l'âme humaine, une ode accompagnée d'un fond sonore poétique, un moment de lecture sensible et profond. Vraiment une très très belle émotion en lisant cette nouvelle. Monsieur Bouguera, je vois que vous êtes en ligne. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Bravo, monsieur. Merci pour votre invitation, merci pour les organisateurs, et puis, que dire de plus, je suis effectivement ému. Merci. C'est vous qui avez parlé de la goutte d'eau sur le tramway? Oui, à chaque fois que je vois le tramway, je pense à vous maintenant. Ah oui, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, Ouais. Nous sommes ravis de voir que vous avez participé si brillamment à ce concours. Alors, évidemment, on ne va pas gâcher ni divulgacher ce que tout le monde va pouvoir lire, mais nous pouvons peut-être, enfin, pour ma part, je vais vous dire ce que j'ai aimé. J'ai aimé que chez vous, il y ait deux héros. En fait, il y a une goutte d'eau qui est effectivement une goutte de pluie qui vient sur votre vitre de tram pendant que vous allez de Lyon à Bron ou je ne sais où. Et cette goutte, pour moi, c'était un peu aussi, elle est aussi importante que vous-même, parce que c'est votre destin que vous y voyez. Cette goutte fait des petites routes, des petits retours, et je crois que c'est de vous que vous parliez à ce moment-là, et j'ai trouvé ça fort touchant. Heureusement, ça se termine avec un grand espoir, et c'est ça qui était joli. Mais enfin, pour moi, il y avait deux héros dans votre nouvelle, la goutte d'eau et vous-même. Voilà, monsieur, ce que je pouvais dire de votre texte. Alors, nous avons également... C'est tout à fait ça. Nous avons également Catherine qui est en visio et qui a sélectionné cette nouvelle. Et donc, on va lui laisser un petit peu la parole. Oui. Stéphane, si on peut afficher Catherine à l'écran. Oui, on la voit. On la voit, nous, sur l'écran de contrôle. On t'écoute. Voilà. Il faut allumer le micro. Ton micro est coupé, Catherine. Alors, c'est les difficultés du live.
C'est pour ça que vous m'avez vu entrer et sortir, parce que chaque fois on a des petites surprises sur les visios et il faut un peu... Yves, le micro est coupé. Bon, ben, c'est toute l'émotion qu'on peut ressentir. Voilà. Non, c'était bon. Tu as appuyé, voilà. Bon, vous me prenez à dépourvu. Je vais féliciter l'auteur de l'Ode à la goutte. J'avais pas souhaité prendre la parole en visio, donc je n'ai pas préparé de texte. J'ai beaucoup aimé la qualité de ce texte. J'ai aimé aussi la qualité littéraire. Merci Catherine pour ce témoignage. Nous allons... Donc on vous remet symboliquement... Donc on vous remet le diplôme qui était à l'écran tout à l'heure. Donc on vous enverra comme prévu 2 exemplaires ainsi que le diplôme, puisqu'on a votre adresse. Donc les lauréats qui sont en visio donc, recevront, comme c'était prévu dans le règlement, 2 exemplaires du recueil des 10 meilleures nouvelles, plus 3 nouvelles qui ne sont pas lauréates, mais qu'on avait aussi bien aimées. Donc, vous recevrez, les lauréats qui sont en ligne, dans les jours prochains, ces recueils et votre diplôme. Merci, monsieur, et félicitations. Merci. On passe au prix suivant, le prix de l'imaginaire. Alors, le prix suivant est... Le prix avec la thématique, le prix de l'imaginaire qui est décerné à Pierre Desesquel, qui est présent, donc voilà. Pour un titre Atavisme. Il est là. Alors, avec cette nouvelle, on a eu le plaisir de voyager à travers l'île de Beauté. Dans les méandres à la fois de l'irréel et des subtilités de la langue et du pouvoir de l'imagination. Vraiment, on était dans les villages autour d'Ajaccio. On y retrouve toute l'âme d'une terre. On y retrouve tout un peuple sous un ciel mystérieux envoûté. Un vrai conte météorologique mystique. Et comme on dit sur l'île, Ecosicir et Viringradzio. Merci, nous avons été très touchés par votre nouvelle. Et en plus, je ne vous cache pas que je partage... Je partage beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup d'émotions en lisant cette nouvelle, puisque je suis moi-même originaire de l'île de Beauté. Voilà. Oui, moi je trouvais que c'était une très belle histoire, bien rédigée, très agréable à lire. Donc je vous invite à la lire. Alors de mon côté, je crois que plutôt qu'un long discours, je vais vous redire ce que j'avais écrit pour le second tour du jury, parce qu'on a quand même été obligé d'avoir plusieurs tours avant de décerner le Grand Prix et tous les prix annexes. Cette très belle et émouvante histoire corse reste mon numéro 1. Voilà, tout simplement parce que vous parlez tellement bien de ces paysages magnifiques de l'île, mais aussi pour l'humanité de ce récit, et puis son côté poétique qui va très bien avec le climat de l'île de Beauté. Tout simplement, voilà. Alors franchement, félicitations. Et je vais dire, en plus, je vais ajouter à cela que nous étions 2 Serge. Il y en a un qui est à côté de moi, à vous avoir mis en numéro 1. Donc vous voyez, 2 Serge n'ont pas suffi, mais double félicitations. Eh ben moi je suis pas d'accord. Le Pic Saint-Loup c'est beaucoup plus beau que la Corse. Je viens du Pic Saint-Loup, je vous embête, je préfère la Corse. Ben, je vous remets le prix du coup de l'imaginaire. Bravo à vous. Et puis
2 petits livrets avec les recueils à l'intérieur. Merci, bravo. On vous laisse nous dire quelques mots. Bon, c'est impressionnant. Ben, merci beaucoup. Donc on m'a demandé de me présenter et de dire ce que j'avais pensé du sujet. Alors me présenter, je suis ingénieur, je suis physicien, mais je ne suis pas de la maison. Je suis théoricien à Orsay, à l'université Paris-Saclay. Et si j'ai un contact avec la météo, ce n'est pas du tout par mes recherches, c'est plutôt par mes enseignements. Donc mes cours sur les systèmes d'information géographique ou sur la physique de l'environnement, ben forcément on doit parler de la météo. Donc voilà pour moi. Et alors comment j'ai réagi par rapport à ce sujet? Ben, je pense comme tout le monde devant tous les sujets, on commence par se dire, bon sang, qu'est-ce que j'ai à dire sur un sujet pareil? Et alors mon truc, et bon, je suis prêt à le partager, hein, c'est lorsque vous êtes un peu bloqué devant un sujet, c'est de vous rajouter des contraintes. Hein, un sujet semble être une contrainte, mais en fait ça ne l'est pas. Ce sujet sur un événement exceptionnel météorologique, ça a donné lieu, je suis sûr, à des tas d'histoires qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc ce qui bloque, ce n'est pas le fait qu'on soit trop contraint, c'est le fait qu'on ne l'est pas assez. Et donc rajoutez-vous des contraintes. Moi, depuis quelque temps, j'avais envie d'écrire une histoire sur une sorcière. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le moment de sortir ma sorcière. Et alors bon, j'aurais pu faire une sorcière un peu superwoman qui détruirait des méchants avec des éclairs. Enfin, ça semblait un petit peu naturel. Et bon, j'ai pensé qu'une sorcière qui soit sorcière malgré elle était un personnage plus intéressant. Et puis voilà. Et alors comment est-ce que je suis arrivé à cette histoire? Ben, c'est simplement en bossant, parce que comme je ne suis pas de la météo, et que ça devait se passer dans le milieu de la météorologie et que mon narrateur était météorologue, ben, il a fallu que je me mette un peu au jus. Donc j'ai passé une dizaine de jours à travailler le sujet. Et puis en travaillant le sujet, puis en ayant ces petits personnages dans le cœur, ben, voilà, sous la douche ou le soir en s'endormant, il y a l'histoire qui naît d'elle-même. Voilà. Donc merci beaucoup aux organisateurs. Je sais que c'est un gros boulot. Et puis merci à celui qui a eu l'idée du sujet qui est dans la salle, je crois. Je crois qu'on tient le futur Harry Potter, j'imagine, sur les sorcières. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à écrire. En tout cas, je tenais à vous remercier d'abord d'avoir écrit ce texte. On a pensé que c'était, puisque les textes sont soumis anonymement, bien entendu, au jury, et donc on a même à un moment pensé que c'était un météorologue, donc vous avez bien travaillé sur vos recherches, je dirais. Et surtout, merci, Monsieur Desesquel est venu spécialement de Paris, puisque, comme il a dit, il travaille à Orsay, et encore merci d'être présent ce soir. Alors, parmi les nouvelles, certaines sont sorties par leur originalité, parce qu'elles étaient entièrement poétiques, c'est-à-dire écrites entièrement, c'était des poésies. Et donc, le jury a décidé cette année de délivrer un prix de la nouvelle poétique. Et ce prix de la nouvelle poétique est décerné à Genish Djidjali pour le titre « La cigale et la fourmi ». Retrouvailles. Alors, Monsieur Djidjali, il est là. On va le faire venir. Voilà. Alors, c'est vrai, c'était vraiment très, très, très intéressant, en effet, d'analyser la réinvention de ces deux personnages issus de l'œuvre de Monsieur de La Fontaine et confrontés aux aléas climatiques. La rédaction de cette nouvelle sous forme poétique témoigne d'un travail à la fois structuré et réfléchi. La démarche adoptée pour conclure cette fable climatique s'inscrit vraiment dans la continuité de la tradition initiée par Ésope. C'était un délice. Et on a beaucoup apprécié, tous autant que nous sommes. Donc, les membres du jury sont Michel Desquet, François Lalorette. Michel Desquet est là, François Lalorette est en ligne. En visio, excusez. Donc, Michel. Voilà, Michel. Allez-y ensemble. Oui, eh bien, diplôme. Je vous remercie d'avoir rendu justice
à ces braves insectes. Quand j'avais 5-6 ans, mon grand-père me racontait des fables de La Fontaine. Et quand il me récitait La cigale et la fourmi, il terminait évidemment par vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Et il ajoutait toujours oh la vilaine fourmi. Parce qu'en fait, si on regarde la morale de cette fable, cette morale, elle dit si vous chantez, il y a un moment où vous crèverez de faim. C'était un petit peu. Or, La Fontaine, quand on regarde un petit peu, c'était quelqu'un qui était très cigale. Il a été 2 fois en limite de faillite. Il dépensait ses sous sans trop les compter. Il avait eu le charge de maître des eaux et forêts, mais il paraît qu'il s'en occupait pas tellement. Il préférait écrire de la littérature, et parfois de la littérature un peu polissonne, il faut le dire. Et donc, grâce à cette œuvre, enfin, la cigale est récompensée, parce que les fables, dans une fable, il y a bien sûr tout l'aspect poétique, mais il y a aussi une morale. Une fable, c'est pas juste un sonnet qui doit être beau, il faut apporter une morale. Et cette fable apportait une morale. Alors, cette morale est évidemment très recevable dans notre mentalité du XXIe siècle, puisque finalement, travailler pour une reine sans vouloir exprimer une relation quelconque avec la nature, c'est pas non plus un idéal qui est proposé dans notre civilisation. Et par contre, la cigale qui est généreuse et qui propose à la fourmi un mode de vie plus enrichissant, tant mieux pour elle. Et sur le plan de la forme, ces vers très courts donnent un rythme qui est très plaisant dans cette poésie. Et je vous remercie et je considère que c'est très mérité ce prix de la poésie. Bravo. Je vous remets le prix de la nouvelle poétique et puis je vous passe le micro pour vous présenter. Je vais juste dire... en fait, on a un petit souci technique, mais bon, on va essayer de le rectifier, on vous le passera. Le lauréat avait préparé une vidéo sur sa nouvelle. Donc on a un petit souci technique, là, ça ne marche pas. Donc on essaie de la récupérer et on la passera quand même en fin de... Mais on vous laisse un peu commenter. Merci, c'est gentil. Donc je me présente, je suis Djilali Ghani, je suis un retraité d'Airbus où j'y ai passé toute ma carrière. Et depuis longtemps passionné par la météorologie, parce que je suis aussi un aviateur, j'ai pratiqué le vol libre pendant des années, je suis marin, donc... j'adore la météo, j'adore comprendre pourquoi elle évolue. Et aussi, l'idée de ce poème est m'est venue il y a une dizaine d'années, presque jour pour jour, à l'occasion de la COP21, où je me suis posé beaucoup de questions, effectivement, sur notre société, notre modèle économique, ce que nous allions devenir. Et en même temps, par hasard, en fait, je me mettais au piano grâce à ma femme qui m'a dit « Oh là là, tu vas être à la retraite, je t'achète un piano, tu vas apprendre la musique. » Bon, j'ai trouvé ça très très dur, mais c'est là que m'est venue l'intuition de réhabiliter la cigale, qui avait été quand même maltraitée par la fourmi, en me disant « Elle est peut-être pas si paresseuse que ça, parce que pour être musicien, il faut énormément travailler. » Oui, ça vient pas tout seul, et là je vous jure que même les stars du show business, elles travaillent, elles n'ont pas seulement que du talent. Et en fait, la conjonction de ces deux événements, la COP21, les questions qui se posent, et puis la découverte de la musique, m'ont donné l'idée d'écrire ce poème. Alors, je voudrais aussi en profiter, parce que j'ai découvert, après avoir écrit le poème, que j'avais une idole, on va dire, pas une idole, mais on va dire, j'avais découvert un philosophe économiste anglais du 19e siècle, John Stuart Mill, qui était tout simplement visionnaire parce qu'il a dit les choses suivantes. Au 19e siècle, je précise, l'épanouissement de tout individu est desservi par les ruées des êtres vils sur une nature humiliée. Ensuite, l'humanité devrait choisir un état stationnaire de son développement, c'est-à-dire à population et ressources physiques constantes ou renouvelées.
et ceci avant que la nécessité ne les contraigne à cause de la limitation des ressources. Donc au XIXe siècle, il avait déjà imaginé une économie qui serait limitée par les ressources et la planète. Et enfin, et je pense à M. Serge Jacquat, que je suis sur X, je déteste X. C'était tellement mieux Twitter avant, c'était beaucoup plus poétique, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai rajouté cette phrase de John Stuart Mill, que je dédie à Serge Jacquat. Des vitupérations démesurées, utilisées pour défendre une doxa, dissuadent les gens d'exprimer des opinions contraires ou d'écouter ceux qui les expriment. Donc suivez mon regard du côté de l'ouest de la France. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a inspiré. Alors je ne cherche pas à enfoncer la fourmi. Les milliards de fourmis nous ont aidés à avoir un monde aujourd'hui qui est bien meilleur, plus agréable que le monde d'il y a peine 50 ans. Mais les fourmis maintenant se retrouvent face à une contrainte terrible, la contrainte de la planète, la contrainte de l'atmosphère, la contrainte des ressources. Et c'est la cigale qui va, grâce à sa générosité, va lui poser des questions, va l'inviter à réfléchir sur sa condition, le but de sa peine, et peut-être lui suggérer une solution qui pourra l'aider à vivre quand nous aurons moins. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'a déjà remis, le diplôme, juste là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. On va passer au prix suivant, qui est le prix de la... Prenez vos livres aussi, vous avez droit à 2 ouvrages. Vos livres. Hop, hop, hop. Voilà. La photo avec Serge. Vous voulez que ce soit dedans ou... Ah oui, bah oui, c'est un de tes admirateurs sur X. On va le mettre sur X, on vous l'enverra. On vous taguera dans X, vous ferez insulter comme ça. Merci en tout cas pour ce petit lien avec l'Amérique, très vrai, très vrai. On passe maintenant au prix de la montagne. Le prix de la montagne est décerné à Isabelle Charon pour White is White. Voilà une histoire qui rappelle un certain film, qui nous amène loin d'un télésiège, traumatisant vers des montagnes décrites avec précision et beaucoup de poésie. Une aventure authentique portée par la plume de l'autrice qui ne manque pas d'humour, d'imagination, de poésie et de tendresse. Et j'ai presque envie de vous dire « Étoile des neiges ». Pays merveilleux. Et dont le nom de plume est Yolène de Blanche. Alors, on a vraiment eu grand plaisir, et moi particulièrement, à primer ta nouvelle. Déjà parce que, une fois n'est pas coutume, tu es des nôtres, tu es de l'association, de l'AM et même de son conseil d'administration. Et puis, la référence, c'est plutôt une chanson, hein, c'est plutôt Michel Delpech, je crois, mais le résultat, c'est une œuvre de poésie sur la neige. Je suis bien placé pour te remettre ce prix parce que j'ai travaillé beaucoup dans la neige dans la fin de ma carrière. Mais c'est une histoire de randonnée à ski. C'est aussi au travers d'un éblouissement, l'histoire du jour blanc, l'état d'un peu de sidération que connaissent bien les montagnards dans certaines conditions particulières. Et puis, c'est donc plein de poésie, à la fois de pragmatisme, parce que quand on fait de la randonnée à ski, la sécurité est le premier souci. Mais c'est donc plein de poésie. C'est franchement un prix de la montagne qui m'a touché droit au cœur. Voilà. Merci Isabelle, et vraiment merci pour tes écrits. Alors nous avons en visio le deuxième membre du jury qui décerne le diplôme, c'est-à-dire Catherine, et je sais que Catherine, elle aussi, aime beaucoup la montagne. Et bravo du coup pour ce prix de la montagne. Alors c'est quelle référence qu'il y avait, parce que moi j'avais pas vu.
Bah si, je l'ai lu, mais j'ai pas vu qu'il y avait une référence. Le jour blanc. Le jour blanc. White is white. White is white. Bon, on avait passé la parole à Catherine, donc... Je trouve le texte très beau, mais je ne savais pas qu'il y avait une référence à un film. Attends, Serge, on va écouter donc Catherine. Alors, Chut, Serge, les deux Serge. je voudrais féliciter donc Isabelle pour son texte et la narration qu'elle a choisie. Effectivement, j'aime beaucoup la montagne et j'aime beaucoup le ski et notre ami Jean-Paul le sait. Je crois qu'il faut vraiment que nous profitions, n'est-ce pas, du ski, le peu de temps qu'il nous reste encore à admirer ces paysages blancs et si possible par temps clair, n'est-ce pas, Isabelle? Merci Catherine. Moi, ce que je voulais rajouter, Isabelle, c'est que, bon, déjà, il faut dire que Isabelle et son mari Pierre sont des montagnards aguerris, et à la lecture de ton texte, j'étais inquiet un moment que vraiment tu retrouves pas le groupe, que tu sois perdu, et vraiment je commençais à être désolé, non, sérieusement, donc c'était bien écrit, et effectivement, on avait l'impression que tu allais pas retrouver ton chemin. Ben si, je l'ai retrouvé. Bon, après, je ne sais pas trop quoi dire. Enfin, comment dire, c'est la première fois de ma vie que j'écrivais plus de 5 lignes. Je n'ai jamais eu envie d'écrire. Je lis beaucoup, par contre. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce sujet, je l'ai pris en pleine face. Bon, pendant un mois, je me dis, mais non, je suis nulle, j'ai aucune imagination, je ne vais pas écrire un texte. Et en fait, je me suis prise au jeu. En même temps, Michel Blanc est décédé et moi, son rôle dans Les Bronzés de ce fond du ski m'ont toujours fait mais mourir de rire. Bon, en même temps, je m'occupais beaucoup de ma maman qui s'appelle Yolande White, d'où le titre White is White, qui était aussi une référence à la chanson de Michel Delpech, mais enfin voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, alors ça m'a donné envie de broder sur du blanc. Et bon, bah, évidemment, j'adore la montagne, j'adore la neige, et puis aussi, pour moi, quand je fais une randonnée, quand j'apprécie la nature, la météo fait partie vraiment d'une partie entière du paysage. Je ressens le vent, je regarde le ciel, je regarde les nuages et c'est pour ça que ce sujet, je pense, m'a vraiment touchée et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti ce besoin d'écrire. Et je dois dire que je me suis beaucoup amusée en l'écrivant, justement en cherchant les clins d'œil avec Les Bronzés du fond du ski. Et un truc, bon, j'ai eu un écueil, c'est que je voulais absolument trouver un équivalent masculin au massif de la Grande Touffe du film. Et j'ai essayé et ça faisait tellement vulgaire que je me suis rabattue sur... Désolée messieurs, mais j'ai rien trouvé. Vraiment, c'était... je pouvais pas l'écrire, c'était pas possible. Donc je me suis rabattue sur des symboles de maternité. Voilà, enfin en tout cas, j'ai passé un très bon moment à faire cette écriture, dans un moment qui était un petit peu sombre, puisque bon, je comptais pas vraiment envoyer la nouvelle, mais je l'ai envoyée le jour où maman est morte, parce que ça a été pour moi comme un déclic pour commencer mon deuil. Et donc je remercie beaucoup l'AM, parce que sans eux, je pense que j'aurais pas vécu ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Une photo. Il est, lui? Il est en ligne? Non, il est là. Bien, le prix suivant, le prix littérature jeunesse, est décerné à Us Yann pour Bonheur à tous. Et je crois qu'il est parmi nous. Voilà. Voici. Alors, un vrai retour dans le cocon familial pour apprendre et comprendre. C'est ainsi que moi j'ai lu cette nouvelle, Le sens de l'observation météorologique. Une évocation à la transmission transgénérationnelle. C'était très attendrissant pour s'émerveiller de la nature si proche et si fragile. Une écriture simple, sensible, vraiment, ça nous a touché le cœur. Oui, ben, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui prends
parole. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle qui se met à hauteur de petites filles qui découvrent et qui est émerveillée par un phénomène météorologique qui pourtant aujourd'hui est tout à fait classique, hein, c'est la gelée blanche, mais ça se passe dans un monde futur où le réchauffement climatique a sévi, et donc là, la gelée blanche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le grand-père, il emmène sa petite fille dehors pour regarder ce phénomène. La petite fille est éblouie. Bon, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Alors moi, j'ai aimé les chaussettes, parce que cette petite fille a des chaussettes qui grattent, parce qu'on lui a tricoté des chaussettes qui grattent. Donc j'ai trouvé que, bon, peut-être ça m'a rappelé de mauvais souvenirs, hein, quand je mettais aussi les chaussettes qui grattent. Ensuite, tout crissé, y compris le givre, parce que quand la petite fille sort, évidemment, sous ses pas, ça fait du bruit. Et ça, c'était très joli. Et vous l'avez très, très bien exprimé. Voilà, donc on a beaucoup aimé tout ça. C'était un parcours initiatique, parce qu'effectivement, c'est un grand-père qui amène sa petite fille et qui lui explique. Je pense que le grand-père est météo, ou tout au moins, il a, au fond du jardin, une station. C'est bien cela ? Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs ? Est-ce que c'est propre à ce que vous avez vécu, ou point du tout ? Et voilà, premier prix. C'est pas des souvenirs personnels, bon, c'est encore mieux. Et puis en plus, c'est dans un futur un peu imaginé, mais c'est dans un futur un petit peu imaginé où on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un changement climatique ou si c'est une bombe atomique. Enfin, de toute façon, il y a des zones qui sont interdites. Et ça aussi, ça laisse un petit peu l'imaginaire travailler dans la nouvelle. J'ai beaucoup apprécié ça. Un mot ? C'est la même taille. Ben, merci beaucoup. Oui, je pense que vous avez globalement tout compris. Ce que j'ai essayé de rendre, il y a un confrère tout à l'heure qui parlait de se mettre des contraintes supplémentaires. Là, j'ai essayé de retrouver une écriture enfantine. Et en fait, je dois vous avouer que quand je me suis renseigné sur votre association, j'ai vu en fait le thème que vous aviez donné l'année précédente. Et en fait, Imaginer 2050, c'est ça qui m'avait parlé dans un premier temps. Alors j'ai essayé de trouver une manière d'écrire une nouvelle d'anticipation, en fait, qui évoque le changement climatique. Et ensuite, moi je viens d'une formation à la fois littéraire et en images. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner des images à voir. Et effectivement, comme personnellement, je suis absolument pas météorologue, j'ai trouvé ce moyen d'évoquer quelque chose que tout le monde connaît, mais de lui donner un caractère exceptionnel, en essayant de le faire ressentir et visualiser, et en se disant que on a la possibilité de plutôt à l'inverse, que en fait on ne voit plus les très grandes beautés de notre monde au quotidien, et que essayer de redonner un petit peu de la valeur à des choses qui sont toutes simples, mais qui ont leur valeur et leur profondeur. Et puis voilà. Et puis je suis, même si j'ai quitté X pour les raisons que beaucoup d'entre nous connaissent, je suivais Monsieur Zaka depuis un moment. Voilà, donc j'étais très content aussi de répondre à votre concours pour cette raison-là. Et ce qu'il a évoqué tout à l'heure en termes de difficulté de porter sa voix sur certains sujets, voilà, mon texte était une tentative justement de remettre la question sur le tapis, en essayant de la rendre à la fois belle et sensible, mais malgré tout, pour parler de ça, parce qu'on va dire que j'essaie d'être un catastrophiste éclairé. J'ai lu ce petit opuscule de Monsieur Jean-Pierre Dupuis qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et voilà, je pense que malheureusement, pour pouvoir vraiment agir face à ce qui nous menace actuellement, il faut déjà être convaincu de l'inévitabilité
des catastrophes qui nous menacent. Donc oui, je fais une petite dystopie dans laquelle les gens sont confrontés à cette catastrophe. Et dernière petite particularité de mon texte, parce que une des mes méthodes à moi pour écrire, c'est d'écrire en musique. J'écris souvent en essayant d'associer dans mon imaginaire un morceau qui me touche, qui me parle, et le sujet que j'essaie de travailler. Et aussi bien dans le texte que dans le titre que dans le texte, je fais plusieurs citations d'une chanson qui célèbre l'esprit de résistance. Et je pense qu'aujourd'hui, lancer les alertes que vous lancez relève de cet esprit de résistance. Bonheur à tous, c'est la fin de la fiche rouge. Et je pense que les gens qui aujourd'hui essaient de porter ces sujets se retrouvent quasiment en situation de résistance. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Pourquoi il y a 2 MP4? Non, mais il faut prendre la plus grosse. Je vous remets le prix de la littérature jeunesse et sachez que ce comportement qu'on a sur le givre là avec les enfants dans le futur, on l'a déjà sur la neige, sur nos enfants au présent. Voilà. Félicitations à vous. Donc on a récupéré, on va essayer, M. Guéniche avait fait une vidéo sur la cigale et la fourmi, donc on l'a récupéré, on va faire une tentative pour la lancer, donc tu prends la plus grosse, en espérant que... Ah bon, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc merci pour ce petit travail. Ça aurait été dommage qu'effectivement on ne puisse pas récupérer ce fichier, mais ce sont les aléas de la technique, on connaît un peu ça, on l'a fréquemment, mais on essaye de le résoudre. Alors il est des nouvelles parfois qui laissent des traits très humoristiques. Et donc le jury a décidé de décerner le prix
de l'humour à Humbert Bernard, avec « Rappelez-vous, la pluie avait cessé sur Brest ». On aurait pu s'attendre à se laisser bercer par la chanson de Barbara qu'avait reprise Yves Montand, mais l'auteur, ici présent avec nous, a préféré une voix antique, la voix de Zeus et de sa famille. Une voix antique modernisée, pleine d'humour et de rythme pour colorer le ciel, aboutissant à une chute musicale très surprenante. On ne vous la chantera pas, vous la découvrirez en lisant la nouvelle. C'était très osé, savourons-le. Zeus et Apollon nous ont offert en tout cas un excellent moment. Bravo. Oui, donc effectivement, une très belle histoire traitée sous forme humoristique, avec des passages tristes. Hein, ça se passe quand même pendant le Covid. On parle aussi du décès du chanteur Christophe. Mais tout ça rédigé d'une manière très humoristique. On a aussi le Conseil des dieux. Enfin, c'est très riche. Et moi, je trouvais que c'était une très très belle nouvelle, très très bien rédigée, qui se lit très bien et très agréable et très riche. Voilà. Oui, l'auteur précédent a dit qu'il écrivait en écoutant de la musique. Moi, je vous conseille de lire cette nouvelle qui est un peu plus longue que les autres, mais ça vaut le coup. En écoutant une autre musique que celle de Barbara, c'est celle d'Offenbach. Parce que moi, ça m'a tout de suite évoqué Orphée aux Enfers et son fameux French Cancan, parce qu'il fait parler les dieux comme des bourgeois. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'histoire, avec en outre le petit clin d'œil sur Brest, dont on dit que c'est un endroit où il y a les 4 saisons dans la journée, c'est-à-dire qu'il pleut tous les jours. Il y a eu aussi ce petit aspect d'humour. Mais moi, surtout ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont il fait parler Zeus, ou plutôt Jupiter et Junon. Et on peut se régaler. Bien que la longueur, on a un petit peu discuté, parce que c'est vrai qu'il y avait des limites de longueur qui étaient imposées, et là on était un petit peu au-delà de la limite. Mais moi j'ai bien ri en la lisant, donc on pardonne. Avant de passer la parole, donc Monsieur Humbert est en distanciel, donc est-ce que vous m'entendez ? Oui, est-ce qu'on peut l'avoir, Stéphane, à l'écran, s'il te plaît, ou en médaillon, comme tout à l'heure. Moi, ce que je voulais dire, on va faire un petit quiz, puisque déjà Christine a dévoilé, effectivement, il parle du chanteur Christophe. Est-ce que vous avez une idée de la chanson Voilà, vous avez trouvé. Donc, effectivement, vous voyez que même dans le jury, on a eu droit à la chanson d'Aline, donc c'était bien sympathique. Monsieur Humbert, donc on vous passe la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Parce que j'ai un souci par contre de vidéo. Pas de problème, allez-y. J'ai obligé de changer d'ordinateur il y a une demi-heure et voilà, il y a vraiment un problème de réseau aussi, ça c'est la Bretagne. Pas de souci, on vous écoute. On vous entend. Voilà. Ben, écoutez, je suis très, très heureux d'avoir participé à ce concours et surtout le prix de l'humour, ça me va bien. Je n'entends plus. Si, on vous entend, allez-y. Oui, allez-y. Bon, ben voilà, oui, c'est ça m'est venu un petit peu comme ça, par rapport au... Et en fait, voilà, j'avais envie de m'évader un petit peu, de sortir un petit peu de pas de terre à terre, et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers les dieux. Et, en tout cas, j'ai énormément aimé ce concours. J'ai fait quelques concours comme ça de nouvelles, et je trouvais que ce sujet était passionnant à traiter. Voilà. C'est un petit peu par hasard que c'est joint le sujet du Covid.
Eh bien, merci et encore bravo. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez votre diplôme et les 2 exemplaires du recueil de nouvelles. Formidable. Et vous avez vu aussi, donc c'est un bon exemple où on a vu avec l'interprétation, ce qu'a dit Michel Desquet, que chacun y trouve son compte et y trouve éventuellement une lecture différente, et c'est tout l'intérêt après des discussions du jury. Absolument. Bravo à vous. Et j'ai hâte de lire les autres nouvelles de mes collègues. Oui, donc vous allez recevoir donc les nouvelles sélectionnées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre aussi en ligne l'ensemble des nouvelles qui sont tout aussi intéressantes. Merci infiniment. Je vais y être, et puis on avance à la partie suivante. Oui. Je suis le petit corps avec vous. Alors on va passer au prix suivant, qui est tout simplement le premier prix. Le premier prix. Et le premier prix a été décerné à Monsieur Haute André avec la nouvelle La tempête salvatrice. Alors, le récit, c'est une traversée au bord d'une goélette dont l'auteur nous transporte donc au XVIIIe siècle pour partager la tension, l'énergie, la force d'un équipage face aux tempêtes météorologiques jusqu'au salut apporté par les feux de Saint-Elme. C'était une très belle écriture. Le jury a décerné le premier prix à Haute André. Quoi? Il y a eu un écho. N'oubliez pas de couper votre micro en visio. Et donc, une très très belle aventure. Et donc, on vous adresse, monsieur Haute, toutes nos félicitations. Alors, monsieur Haute ne pouvait pas être en visio, il ne pouvait pas être parmi nous. Et vous allez découvrir, on fait un petit peu un quiz là aussi, vous allez découvrir sa nationalité. Donc il nous a envoyé, il ne pouvait pas être là, vous allez comprendre rapidement pourquoi, et il nous a envoyé 2 vidéos. Première ou deuxième? Ça, je sais pas. On a le choix entre 382 ou 408. Vous voulez commencer par quoi? Bonjour, c'est André. Voilà. Bienvenue chez moi, à Sherbrooke, Canada. C'est avec grande joie que j'accepte l'honneur que vous me faites de me décerner ce prix. Et j'aimerais remercier toute l'organisation qui a fait ce concours que je trouve assez original. Et puis je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé. Moi, ça a été inspiré par tous ces voyages qu'on faisait à l'époque de la découverte d'Amérique, quand on est perdu sur le grand océan, sur un petit voilier, armé d'un compas, d'une boussole et d'une carte, face aux éléments de la nature et des tempêtes. Alors c'était cette inspiration qui m'a amené à écrire ce petit récit. Petit récit d'aventure qui, j'espère que vous l'aimerez autant que moi j'ai eu du plaisir à l'écrire. Alors je vous en lis un extrait. Donc c'est la vidéo suivante. Ah, on a fait le bon ordre. On a fait le bon ordre. Capitaine, regardez! Capitaine, regardez! Mon maître d'équipage s'écrie. Je me tourne et je regarde dans la direction qu'il pointe. Des feux luisent au sommet du grand mât et au bout des plus hautes vergues. J'observe le phénomène en fronçant les sourcils. Le feu de Saint-Elme. Regardez sur la misaine, et là, sur l'artimon. Sur le pont, mes hommes sont pétrifiés, le regard ahuri. Ceux dans les hauts bancs redescendent, oubliant mon ordre de tendre les perroquets. L'homme à la vigie est affolé. Les lueurs violettes semblent bondir d'un mât à l'autre, comme des feux follets ou des lutins. Ils nous narguent avec leur grésillement. Les marins refusent de s'approcher de ces diableries, capitaine. Mon maître d'équipage est en désarroi. Il comprend que sans ces voiles supplémentaires, nous finirons sous les tirs ennemis plutôt que de tenter de les distancer. Donc, à partir de cette année, le concours devient international. Francophone pour l'instant. Comme vous le saviez, le concours a été aussi ouvert à la nouvelle en bande dessinée. Et donc,
évidemment, nous allons décerner le prix de la nouvelle BD. Celui-ci est accordé à Mademoiselle Servie Marie-Charlotte pour Le Vaisseau vaporeux, qui est ici parmi nous, qui s'approche. Et on peut découvrir une partie de son travail. Voilà. Merci pour cette BD. Je vous remets ce prix du prix de la BD. Si vous voulez vous présenter votre travail, n'hésitez pas. Puis après, il y a une petite surprise. Ah, allez-y. Bon, alors je suis Marie-Charlotte Servie, donc je viens de Rodez dans l'Aveyron, donc comme je dis souvent à 2 heures de Toulouse, même si maintenant avec la nouvelle route, ça a un petit peu galvaudé comme terme. Alors pareil, j'avais été intéressée parce que je sais pas pourquoi ça m'a prise comme ça, parce que pareil, j'avais besoin de me changer les idées un peu, et donc en début d'année, j'avais commencé à faire plein de concours de nouvelles, de bandes dessinées ou d'illustrations et tout. Et j'ai vu ça, donc je me suis dit, tiens, je vais tenter. Alors, au départ, j'étais pas chaude pour les nouvelles parce que je me disais, oh, je vais jamais arriver à rendre le sujet à temps, je savais pas quoi faire. J'ai dit, tant pis, je vais faire une bande dessinée, voilà, pour changer un peu. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais comme thème? Et alors, je dis, j'avais pensé à l'arc-en-ciel et je me suis dit, oh non, il y en a qui vont faire, il va y en avoir plein qui vont faire le même sujet, ça va pas être assez original. Et à un moment, j'ai repensé à un truc. J'ai repensé en fait à ce qui s'était passé justement en tout début d'année, quand il y avait une fameuse comète qui devait être visible, voilà, et qui allait repartir pour 150 000 ans ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller la voir. Et alors, à défaut d'avoir vu la comète, avec ma mère, on rentrait après que je finisse le travail. Vu que je ne suis pas du tout dans la météorologie, moi je suis plutôt employée à la médiathèque départementale de l'Aveyron. Et avant j'étais un peu au musée, donc là aussi j'en profite pour glisser une petite dédicace vite fait aux collègues de l'espace départemental archéologique de Montrosier, parce qu'ils mettent, eux aussi, ils ont une discipline qui est souvent un peu, on va dire, à part, et que souvent les gens n'osent pas y aller, et que grâce justement à la bande dessinée et à d'autres moyens de médiation, ils ont réussi à le mettre un peu au grand public, un peu comme faisaient aussi les collègues des arts et métiers traditionnels à la Source et du musée des Mœurs et Coutumes à Espalion. Et donc, j'ai repensé donc à ce nuage, parce que c'est ce qui s'est passé. Ma mère me dit, mais attends, il y a un magnifique nuage rose en ville et tout. Je dis, ah bon? Et effectivement, depuis la route, on le voyait. Alors je me suis dit, oh. Alors, j'avoue que j'en avais entendu parler déjà des nuages lenticulaires, mais j'avoue qu'en vrai, c'est vrai que c'est très impressionnant, parce que celui-là était d'un fort beau gabarit. Et puis surtout, moi, j'adorais, c'était les couleurs, quoi, ce rose, ce bleu, là, même un peu de mauve, là, c'était fabuleux. Et donc, à défaut d'avoir pu voir la comète, j'ai dit, bon, on va au moins essayer de prendre des photos et tout. Et on s'est garé pas loin de là où vivent une personne qui m'est très chère, ainsi que mon oncle et ma tante de Rodez, sur les hauteurs de Saint-Félix. Et parce que c'est un des meilleurs spots quand on veut voir des phénomènes astrologiques ou astronomiques, pardon, ou météorologiques, avec l'aéroport de Rodez et les Costes Rouges à Aunay-le-Château, qui d'ailleurs a aussi une association voilà, astronomique. Et du coup, ça m'a donné l'idée donc de refaire le scénario. Alors par contre, je voulais pas faire un truc biographique parce que ça me mettait mal à l'aise. Alors du coup, je suis partie en fait de ce que j'avais vu et je l'ai remodulé l'histoire pour que ce soit en fait des collégiens, lycéens, tout ça, qui sont fanats d'astronomie. Il y a la petite Clarisse donc, qui est beaucoup timide et tout ça, et qui en fait, en essayant d'aller voir une comète, comme j'ai essayé de faire, et ben en fait, ils sont tombés nez à nez avec ce gros nuage qu'il y avait au-dessus de la ville de Rodez. Et du coup, tout est parti de là. Et alors, je me rappelle que j'ai rendu le sujet vraiment
très rapidement. 23h59 pour tout dire, mais elle était dans les temps. Voilà. Donc elle m'a fait un mail super gentil en s'excusant, mais c'était recevable et après Voilà. on l'a beaucoup embêté pour avoir des planches de qualité. Moi je tenais vraiment à te remercier parce que tu as merci échangé à avec vous. moi et effectivement toujours des mails empreints de gentillesse et effectivement Bon, après, on n'est pas des tyrans à la haine, même si on est arrivé à 0,0 une minute, on aurait accepté la BD. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous remercier tous, à la M, à vous, Monsieur Zaka aussi, en tant que parrain du concours, voilà, de m'avoir accordé ce prix, parce que vraiment, j'y croyais pas du tout, parce que c'était vraiment juste un petit scénario sans prétention, et vraiment, j'avais vraiment speedé pour pouvoir boucler à temps, donc voilà. Et puis voilà, donc voilà, c'est encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait l'émerveillement, et c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme quand on est petit et qu'on regarde les nuages et qu'on essaye d'imaginer des formes, des choses comme ça. Et puis le fait justement de permettre de faire connaître des domaines qui sont entre guillemets de niche pour le grand public, mais qui peuvent être très accessibles justement via la médiation, via la documentation comme nous on fait à la bibliothèque avec Ramenta Science. Donc vraiment merci pour cette initiative. Merci à vous pour ces planches. Et puis n'oubliez pas, ce soir, c'est pas les lenticulaires que vous verrez, mais si vous regardez au nord, vous verrez des aurores boréales, parce qu'il y a une tempête solaire. Je vous remets 2 BD, une BD sur tout comprendre ou presque pour le climat, avec des scientifiques qui ont travaillé dessus, donc des climatologues. Et puis Dr Zarge et l'agroclimatologie, c'est une BD qui représente en fait les différents aspects de ma science, avec un mec avec un chapeau de cow-boy dedans. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tiens. Merci et bravo. Pour terminer, oui, la photo. T'es dans l'ombre. Merci. Donc je voulais, dans le recueil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 textes supplémentaires qui ont été sélectionnés pour être mis dans le recueil papier. S'ils sont en ligne, donc on va quand même leur passer la parole pour qu'ils nous disent quelques mots. Et on a aussi la deuxième BD que vous trouverez aussi dans le recueil, qui était sur le vent. La première retenue, nouvelle sélectionnée qui a été rajoutée dans le recueil, c'était La dynamique des fluides ou la conscience écologique de l'ouragan de Rémi Poivert. Alors je ne sais pas si M. Poivert est en ligne. Apparemment non. Le deuxième, c'était Sous la lumière du vide de Laurent Épris. Normalement, il devrait être connecté. Oui, bonsoir. Donc, vous avez la parole, Monsieur Épris. Je vous remercie beaucoup. Déjà, je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous me faites d'avoir mis en avant ma nouvelle. Le climat est un domaine qui m'intéresse à titre personnel parce que c'est pas du tout mon domaine. J'ai travaillé dans la fonction publique d'État et aujourd'hui donc je suis retraité. Mais par contre, c'est vrai que pour l'héritage qu'on va laisser aux générations futures, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce concours et à imaginer quelque chose qui peut-être pourrait paraître débordé sur la science-fiction, mais je me dis que parfois la fiction rattrape dangereusement la réalité. Voilà. Eh bien, merci et bravo pour votre contribution. La troisième nouvelle qui est dans le recueil qui a été sélectionnée, c'est Folle Rosée de Christine Sabolo. Je pense qu'elle est en ligne aussi, logiquement. Apparemment, non. Et enfin, pour terminer,
la deuxième BD reçue sur Le vent de Philippe Chevillard. Là, je pense qu'il n'est pas en ligne parce qu'il avait une contrainte personnelle. Donc voilà, mais je tenais à les associer à cet événement. Et donc, on va demander peut-être pour faire, avant de rejoindre le salon à côté, pour ceux qui sont présentiels, bien sûr, pour continuer éventuellement la conversation et partager un pot amical. Donc, on va demander au jury et aux lauréats qui sont ici de venir sur l'estrade pour faire la photo finale pendant que le jury vient. Est-ce qu'on peut afficher cette... Voilà, moi je voudrais juste redire un mot pendant que le jury, les lauréats se rendent sur l'estrade. Je voudrais encore remercier Météo France, faire un grand bravo à Stéphane qui est là-haut aux manettes. C'est pas toujours simple. Merci Stéphane. Merci aussi à Diana et comme je l'ai dit à toute l'équipe. Merci à Météo France. Merci à vous pour votre présence. Nous avions tous les lauréats présents, au moins en visio. Et pour conclure, avant la photo, moi je retiendrai qu'une chose, c'est sur la dernière planche de Marie-Charlotte. Et je pense que c'est une belle conclusion. Je veux devenir météorologue.